Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer la session. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'interaction et de fusion de galaxies, donc dans le cadre de la formation hiérarchique des galaxies. Donc évidemment, ces fusions sont les principales clés de la formation hiérarchique. Donc les grandes lignes de l'exposé vont être d'abord la fréquence. On va d'abord s'intéresser à z égale 0. Que se passe-t-il lorsqu'il y a interaction de galaxies et fusion? On va voir quelle est la fréquence de ces interactions et surtout on verra que lorsqu'on est dans un environnement riche comme les amas de galaxies, on va plutôt stopper la formation d'étoiles alors que les interactions dans le champ vont plutôt être des flambées de formation d'étoiles. Ensuite, on regardera un petit peu en fonction du temps, quand on remonte le temps, en fonction du redshift, est-ce qu'on sait reconnaître les interactions passées et les fusions? Et justement, on trouvera des indices comme celui-là, qui sont des coquilles autour des galaxies, des indices qui sont de faible brillance de surface, donc c'est quelque chose qui est difficile à voir, surtout lorsque c'est loin. Et donc, on va essayer de remonter avec ces indices au nombre de fusions expérimentées par chaque galaxie pour savoir comment se forment les galaxies. Et on regardera un petit peu à grand redshift tout ce que nous a appris, par exemple, James Webb, qui nous apprend beaucoup de choses à grand redshift, et quelle est l'évolution des fusions. On verra que dans les simulations, on n'a pas encore tout compris. Donc, des interactions localement, à z égale 0, on en a de toutes sortes. Il y a à peu près, Toomre avait fait dans les années 70 un inventaire, il y avait quelques pourcents de toutes les galaxies qui sont vraiment en franche interaction, comme par exemple celle-ci, on a des ponts de matière entre les galaxies. Ici, ce sont les antennes qui sont vues avec le Hubble Space Telescope. Et on voit qu'entre ces deux noyaux de galaxies, il y a des régions de formation d'étoiles intenses qui sont vues en rose ici. Le rose, c'est la raie de H-alpha, qui est le gaz ionisé par les étoiles jeunes, O et B. Donc il y a des formations récentes d'étoiles. Et en règle générale, on aura des flambées de formation d'étoiles qu'on va appeler, pour faire court, burst ou starburst, pour flambée de formation d'étoiles, c'est quand même plus court. Donc en général, on remarque que dans l'interaction de deux galaxies, on a ces flambées. Et puis on a à la fin des fusions. Alors, vous voyez ce genre d'objet sans forme, peut-être une araignée écrasée ou quelque chose. C'est des fusions de galaxies. On peut avoir l'échange de masse entre deux galaxies, si on voit une queue de marée, un pont qui joint les deux. Et puis aussi une formation d'une elliptique avec deux bras de marée. Donc il y a aussi des simulations qui permettent d'identifier mieux ce que sont tous ces objets. On voit les queues de marée ici dans ces simulations. Donc toutes ces perturbations sont dues à la gravité, uniquement les forces de marée, qui perturbent le gaz et provoquent la chute du gaz vers le centre, qui fait des flambées de formation d'étoiles, mais aussi nourrit le noyau actif, donc fait des AGN. Alors on a eu un grand progrès dans les années 80 lorsqu'on a regardé les résultats du satellite IRAS. Le satellite IRAS, c'était le premier qui regardait l'infrarouge lointain, 100 microns de longueur d'onde. Vous avez ici un spectre de galaxies avec la longueur d'onde qui varie de gauche à droite. Et ici, vous avez l'optique, donc 0,5 microns, et le 100 microns ici, ce qu'on appelle infrarouge lointain, phare infrared ou infrarouge lointain. Et donc, vous voyez qu'il y a certaines galaxies normales qui, lorsque elles ont plus de formation d'étoiles, l'optique augmente un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis l'infrarouge est assez, pour une galaxie normale, et même plus faible que l'optique. Et puis il y a certaines galaxies qu'on a découvertes à cette occasion, qui ont un pic. Mais alors, ici, on a des luminosités de 10 puissance 10, luminosité solaire. Et là, on peut en avoir 100 fois plus, donc 10 puissance 12. On appelle ces galaxies ultralumineuses infrarouges, puisque c'est 100 fois plus lumineux que prévu, qu'une galaxie ordinaire. Et pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'émission de la poussière qui est chauffée par les étoiles jeunes, des étoiles chaudes, O, B, qui ne durent que quelques millions d'années. Donc c'est vraiment des flambées très rapides. Et toutes ces étoiles jeunes, elles sont cachées parce qu'elles sont dans des nuages denses de moléculaires et de poussière. Et la poussière obscurcit toute le rayonnement, la lumière optique. Et ensuite, la poussière qui est chauffée rayonne. Elle est chauffée à 30, 40 degrés, peut-être 60 degrés Kelvin dans les meilleurs cas. Et donc, elle rayonne avec ce spectre-là. Donc ça, c'était vraiment une découverte des galaxies ultralumineuses. On dit ultralumineuses infrarouges, mais c'est ultralumineuses tout court, parce qu'elles sont bien plus lumineuses, 10 puissance 12, que tout ce qui est en optique. Lorsqu'on a fait ensuite
le spectre de ces galaxies. On a eu les figures optiques de ces galaxies. Toutes les images que vous voyez là sont les images du Hubble Space Telescope. Et on voit qu'elles sont toutes en interaction ou en train de fusionner. Ici, on a des fusions de galaxies, des interactions. Donc toutes ces galaxies ultralumineuses qui forment des flambées de formation d'étoiles, ce sont des fusions et des interactions de galaxies. Alors quand on regarde un petit peu le nombre de ces galaxies géantes, hein, starburst, eh bien, alors ici on a un nombre de galaxies en fonction de leur luminosité. Vous avez des galaxies normales qui sont en bleu. On voit que dès qu'on dépasse 10 puissance 10, hein, la Voie lactée c'est 2 10 puissance 10, luminosité solaire. On voit qu'on a tout d'un coup un coude et que ça tombe énormément. Donc on a quelques galaxies de puissance 11, mais la plupart tombent à 10 puissance 10. Et puis on a les quasars, ici en rouge, les AGN, les noyaux actifs, qui peuvent être encore plus lumineux que les galaxies ordinaires. On le sait qu'un quasar au maximum peut être 1000 fois plus qu'une galaxie. On peut aller jusqu'à 10 puissance 13. Mais par contre, le nombre du Lyre, vous voyez, est supérieur au nombre de quasars. Ça, c'est intéressant. Les quasars sont assez rares. C'est quand même les seuls qui ont cette luminosité. Mais là, ça a la même luminosité qu'un quasar, mais c'est plus nombreux. On pense qu'il y a peut-être un chemin, une évolution entre lorsque le gaz est tombé vers le centre, fait des flambées de formation d'étoiles et a nourri le trou noir supermassif au centre. À ce moment-là, on aurait un quasar. Donc, un petit peu, on a une séquence starburst et AGN qui sont reliés, mais il est bon de savoir que le nombre d'ultralumineuses est plus grand que le nombre de quasars. Alors, qu'est-ce que sont ces objets? En fait, quand on regarde, il y en a au moins deux qui sont les plus célèbres dans notre voisinage de la Voie lactée. Il y a HARP 220, que vous voyez ici en optique. Elle fait partie de l'atlas de HARP. L'atlas de HARP, c'est un atlas de galaxies en interaction. Donc, jusque-là, elle n'était pas, jusqu'à la venue de IRAS, elle n'était pas très spécifique. On avait une traînée de poussière là, qui obscurcit un disque, et puis on avait des queues de marée. Il y a beaucoup de galaxies comme ça dans le catalogue de HARP qui sont en interaction. Et puis, IRAS, ça nous a montré que c'était une super lumineuse, plus que 10 puissance 12. Et donc, on a fait des cartes. On voit que toute la luminosité, elle vient du noyau, de 300 parsecs autour du noyau. Donc, ce n'est pas les kiloparsecs du disque, c'est le 300 parsecs. Alors, vous voyez ici qu'il y a 60 secondes d'arc. Lorsque vous regardez avec un lobe de 0,2 secondes d'arc, donc c'est vraiment quelque chose qui est tout au noyau, 300 parsecs ici, on voit deux noyaux de galaxies. On voit les deux noyaux en train de fusionner. Ce n'est pas encore fini la fusion de ces deux galaxies. On les voit avec ALMA en continuum submillimétrique, donc la poussière chauffée. Et puis on voit l'arrêt de CO3,2 qui montre que les molécules sont concentrées sur les deux noyaux. Ici, on a le CO qui est un petit peu self-absorbé, mais on voit un HCN qui est un traceur de gaz dense qui pique exactement à ce noyau-là. Donc on a énormément de gaz dense et c'est ça qui donne le starburst. Donc les 10 puissance 12 luminosité solaire sont uniquement dans ce noyau à 300 parsecs. Donc c'est vraiment très compact, si compact que normalement la poussière en infrarouge, la lumière est optiquement mince, c'est-à-dire que la poussière n'absorbe plus, elle n'absorbe plus son propre rayonnement, sauf que c'est tellement compact que même à 60 microns, on commence à avoir une épaisseur optique. Donc on a presque un corps noir en quelque sorte. Alors 62-40, c'est un petit peu un exemple typique aussi, mais qui, lorsque vous regardez une galaxie, la photo optique de la galaxie, on voit qu'elle est très perturbée, elle est un petit peu informe avec des bras de marée, etc. Et puis là, de nouveau, ici vous avez 60 secondes d'arc, mais ici vous avez, lorsqu'on arrive à la seconde d'arc au centre, là, tout au centre, on voit qu'il y a deux noyaux qu'on ne voyait pas parce qu'il y a beaucoup de poussière. Deux noyaux, et ces deux noyaux sont actifs aussi. Ce sont des AGN, on le voit en rayons X. Les deux noyaux sont des sources X très puissantes, donc ce sont il y a deux trous noirs supermassifs dans chacun. On voit ici la couleur qui est due aux rayons X plus durs, lorsque c'est bleu. Et il y a en gros deux galaxies, on le voit avec la vitesse, la cinématique, deux galaxies, une est derrière l'autre, elles sont en train de fusionner. Il y a aussi, comme il y a un grand starburst, il y a du feedback, de la rétroaction des supernovae et aussi peut-être des noyaux actifs, qui fait qu'il y a un flot de gaz qui en renvoie, 11% du gaz est extrait à une vitesse de 500 km par seconde. Alors, est-ce qu'on comprend pourquoi il y a ces énormes flambées de formation d'étoiles, ces énormes starbursts? On comprend, en fait, des simulations ont été faites donc sur ordinateur. Vous avez deux galaxies qui s'approchent. En fait, les galaxies
Ici, vous voyez par exemple une galaxie optique avec toutes ces étoiles. En général, on sait qu'elles sont entourées d'un réservoir de gaz d'hydrogène atomique, qui est un réservoir pour la formation d'étoiles futures. Et lorsqu'il y a interaction, ce réservoir de gaz est précipité vers le centre. Donc ça nous fait beaucoup plus de gaz. En fait, c'est tout le gaz de la galaxie qui, par les coupes de torsion dues à cette interaction, arrive vers le centre, les 300 parsecs centraux. Et donc ça fait une concentration de gaz énorme qui, dans cette simulation-là, on avait pris en compte la formation d'étoiles. Et on voit que si on regarde la formation d'étoiles normalisée à celle qui se passe lorsque la galaxie est isolée, ça ferait 1 ici, et bien lorsqu'on arrive au péricentre, ici on a une énorme poussée de formation d'étoiles, et puis même selon le cas, alors il y a plusieurs cas, ça dépend de la géométrie de l'interaction, ça dépend aussi du spin des galaxies, et si le moment angulaire orbital est du même sens que la rotation de la galaxie, ainsi vous pourrez avoir une résonance, c'est des progrades. Donc si c'est prograde, on a ce genre-là, puis ensuite on a épuisé tout le gaz. Ou alors si c'est rétrograde, au premier péricentre, vous n'avez pas grand-chose, mais après, à la fusion, vous avez énormément. Alors ici, il n'y a peut-être pas assez de feedback, de rétroaction, parce qu'on a des rapports 60 fois plus que pour une galaxie isolée, ce qui est un petit peu trop fort. Enfin, ça, c'est une simulation, et évidemment, le résultat dépend des recettes de feedback. Alors on voit aussi dans l'univers proche des galaxies comme NGC 7252 qui sont le prototype d'une galaxie elliptique qui est formée par la fusion de deux spirales. On voit qu'il y a eu fusion de deux spirales puisqu'il y a une queue de marée dans chaque galaxie spirale. Le reste est un pont entre les deux qui a été avalé ici dans la galaxie elliptique. En couleur, vous avez la lumière optique. Et puis en contour, vous avez les contours de l'hydrogène atomique à 21 cm. Donc vous voyez que le gaz, lui, il est très fort dans les queues de marée, mais les queues de marée sont en optique un phénomène très faible en brillance de surface, donc c'est très peu brillant. Ici, on le voit encore mieux ici. Vous voyez qu'on a une galaxie elliptique au centre, et si on n'expose pas trop, on ne voit même pas les bras spiraux, en fait, les queues de marée. Dans les queues de marée optiques, on peut avoir aussi parfois des petites galaxies naines qui sont formées dans l'interaction. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gaz, comme on le voit ici, et le gaz va se recondenser. Il y a des moments de compression du gaz, et ici vous avez une compression, en général à l'extrémité de la queue de marée, qui forme, on voit le H-alpha, on voit les étoiles jeunes, donc ils forment des étoiles jeunes et qui forment une petite galaxie qu'on appelle naine de marée. Alors ces naines de marée, il y en a un certain nombre. À chaque interaction, vous pouvez en avoir quelques-unes. Ici, on a une interaction de deux galaxies qu'on appelle la guitare, ça c'est pour des raisons évidentes. Et ici, vous avez une petite naine, et de même ici, ici aussi. Et donc ces naines sont complètement différentes des autres galaxies naines. Les autres galaxies naines qui se forment normalement comme les autres galaxies, ce sont des baryons, de l'hydrogène, du gaz, qui tombent dans un puits de potentiel de matière noire qui a été formé même avant la galaxie. Donc il y a beaucoup de matière noire, et on sait que les galaxies naines ont proportionnellement beaucoup plus de matière noire que de matière visible. Par contre, ces petites galaxies qui se forment à partir du disque de galaxies spirales, où il y a pratiquement très peu de matière noire, elles ne devraient pas avoir beaucoup de matière noire. C'est encore une question débattue parce que c'est très difficile de faire la courbe de rotation de ces petites galaxies. En fait, elles sont perturbées par les grosses galaxies par an. Mais bon, c'est pas sûr, mais en fait, on s'attend à ce qu'il n'y ait peut-être pas de matière noire. Mais en tout cas, il y a des jeunes étoiles, et surtout aussi, il y a une grande métallicité. Contrairement aux autres galaxies naines, la métallicité est proportionnelle à la masse des galaxies. Donc les galaxies naines ont en général une faible métallicité, mais comme ici le matériel pour former la naine a été prise dans le disque d'une grande spirale qui avait beaucoup de métaux, elles sont métalliques. Donc c'est des galaxies bizarres en fait, ce ne sont pas des naines ordinaires, et en fait la durée de vie, elles vont sans doute être diluées dans l'espace intergalactique. Alors on voit que ces interactions de galaxies sont relativement fréquentes. On a dit quelques pourcents des galaxies. On en voit tout un échantillon. Alors ici, c'était des galaxies sélectionnées en infrarouge. Elles étaient super lumineuses. On a des galaxies comme Arc 220. Et on voit que le gaz, lui, n'est pas compact. En fait, il y a des queues de marée qui peuvent s'étendre très loin. Il y a du gaz compact qui est moléculaire au centre, mais le gaz atomique peut être très répandu. Et ici, ce sont des galaxies qui a été sélectionnée optiquement. On savait qu'elles étaient en interaction. Par exemple, ici,
Alors on a en bleu le H1, qui était le pendant des contours blancs ici. En vert était la galaxie optique. Et en rouge, c'est le H-alpha, c'est-à-dire les zones de formation d'étoiles. On voit que, en général, c'est au centre, mais parfois, là c'est le système des souris, c'est en dehors. Alors il est intéressant de regarder la cinématique de ces objets, parce que lorsqu'on a des objets très loin en redshift, donc à grande distance, il est possible qu'on ne voit plus les queues de marée. Par contre, la cinématique, si elle est perturbée, pourrait nous renseigner sur l'existence ou non d'interactions. Alors, c'est pas forcément, c'est pas toujours vrai. Parfois, on a une cinématique perturbée. Ici, par exemple, elle est très perturbée, mais parfois, non. C'est-à-dire qu'une interaction de galaxies peut être tout à fait semblable à une galaxie isolée, avec du rouge d'un côté et du bleu de l'autre, comme une rotation. Et on peut ne pas s'apercevoir qu'il y a une interaction. Donc, enfin, de temps en temps, c'est un diagnostic qui est utile. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que le fond cosmologique infrarouge est dominé par ces flambées de formation d'étoiles. Alors, à z égale 0, c'est-à-dire localement, ce n'est pas le cas. On a quelques pourcents de galaxies qui forment beaucoup d'étoiles et qui rayonnent en infrarouge, mais on voit que le nombre de fusions, le nombre de galaxies infrarouges croît avec le redshift. Ici, on est en fonction du temps, donc le redshift, jusqu'à 1. Et on a étudié un grand nombre de galaxies avec le satellite Spitzer, qui est un successeur de IRAS, qui permet d'avoir à 24 microns, par exemple, un diagnostic de la formation d'étoiles. Et on voit que l'énergie totale en infrarouge, ici on a porté l'énergie de tout l'univers en infrarouge, si vous voulez, qui est l'accumulation de tout ce que rayonnent les galaxies qui forment des étoiles. Et on voit que grande contribution, c'est la courbe bleue, qui est les galaxies ordinaires, à faible luminosité. Les galaxies, on appelle ultralumineuses, celles qui sont supérieures à 10 puissance 12, et puis lumineuses seulement, celles qui sont supérieures à 10 puissance 11, et puis les normales, c'est les bleus. Donc on a des bleus qui, finalement, vont se voir dépassés par les lumineuses, dès z égale 0,7, on sait que le fond infrarouge de l'univers est dominé par les galaxies lumineuses. Et puis ensuite, on imagine, si on pouvait la mettre un peu plus loin, qu'on serait peut-être dominé par ces ultralumineuses. Donc le fond. Donc à l'époque, on avait tracé ce genre de diagramme. On pensait que très tôt dans l'univers, surtout à z égale 2, lorsqu'on a beaucoup de formations d'étoiles, on a l'histoire de formation d'étoiles cosmiques qui pique à z égale 2, alors qu'entre z égale 2 et z égale 0, on a une chute d'un facteur 20. Donc on pensait qu'en effet, quand on remonte le temps, on va être dominé par des galaxies qui ont des starbursts et qui vont rayonner tout leur infrarouge dans tout l'univers. Alors est-ce que c'est vrai? Peut-être pas. Peut-être pas. Alors on va essayer d'aller jusqu'à z égale 2 avec le Spitzer, avec un grand nombre de galaxies dans des champs sur V, Cosmos ou Candles. Et ici, on voit que ce qu'on a observé est en gris dans le champ Cosmos, qui est un champ qui est assez propre, qui n'est pas contaminé par des étoiles de la galaxie et qui est observé par un grand nombre de surveys. On voit que les brillantes, alors on a fait 3 panels, les brillantes, c'est-à-dire qui ont une magnitude K plus faible qu'une certaine magnitude, donc des galaxies brillantes, on voit qu'il y en a pas mal à z égale 1, puis ensuite ça s'arrête. Et ce que prédit les modèles, la Seattle en orange ici, eh bien, ça ne marche pas bien. C'est une sous-estimation des objets brillants à grand redshift. Donc, il va falloir reprendre les modèles. Et par contre, ici, vous voyez qu'il surestime énormément des objets faibles à grand redshift. Ce qu'on pensait, c'est que quand ils sont faibles, ça veut dire qu'ils sont très loin. Mais ça pourrait être des ultralumineuses, mais ils sont très loin. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup de ces objets-là. Ce qui est observé, c'est en grisé. Vous voyez, c'est bien plus faible. Et sans doute que ces galaxies qui forment des starbursts à grand redshift, elles ne sont pas très éteintes. Et elles vont rayonner plus en optique, finalement, qu'en infrarouge. Pourquoi? Parce que sans doute la métallicité, elle croît avec le temps, la quantité de poussière aussi, donc finalement il y a moins de poussière, même s'il y a beaucoup de starbursts à grand redshift, il y a moins de poussière. Donc c'est peut-être la solution au problème. Alors ce qu'on voit aussi lorsqu'on va jusqu'à z égale 3, ici vous avez les z qui croissent jusqu'à 3, 2, 3, et puis la luminosité aussi. Donc on a reporté en couleur
la contribution des galaxies spirales en bleu. Alors on voit qu'à bas redshift et à basse luminosité, ce sont les spirales qui dominent. Et puis ensuite, le vert foncé commence à dominer, ce sont les fusions majeures. Alors fusion majeure, ça veut dire des fusions avec deux galaxies de masse semblable, peut-être un demi ou un tiers. Et puis le vert clair, ici, c'est les fusions mineures, c'est-à-dire une grosse galaxie et une petite compagnon qui a une masse 1/10. Tout ça va dominer à plus grand redshift. Donc on a à peu près un petit échantillon de la contribution des mergers à cette luminosité. Alors comment identifier maintenant ces fusions de galaxies à plus grand redshift? Parce qu'on ne voit plus ces queues de marée comme on voit sur les antennes à z égale 0. Vous voyez que c'est très très faible et lorsqu'on remonte le temps, on va très loin, on voit plus ces queues de marée, donc on voit des noyaux. On va essayer de compter les noyaux qui sont proches et qui sont peut-être à la même distance. Donc ici, vous en voyez un certain nombre. On va s'efforcer de savoir si vraiment ils sont au même redshift et s'ils sont en interaction. C'est-à-dire s'ils ont quand même des asymétries ou des perturbations. Est-ce que ce sont des fusions mineures, etc. Donc on va essayer de compter le nombre de paires. C'est un proxy pour avoir le nombre d'interactions. Alors pour cela, on va essayer aussi de céder des simulations en même temps. Alors ici, on a reporté, on a observé, comme si on était des observateurs en bande G, en bande optique, des simulations. Et on voit que cet objet, par exemple, si on l'observe avec une sensibilité de 29 magnitudes par arc seconde carré, on ne voit pas tellement les perturbations autour. Ça dépend un petit peu de la palette de couleurs que vous choisissez. On voit un petit peu plus ici. Par contre, si vous allez jusqu'à 33 magnitudes, c'est vraiment très très poussé, 33 magnitudes par arc seconde carré, donc on commence à voir toutes ces queues de marée, les coquilles et tout ce qui est les manifestations d'une interaction et d'une fusion de galaxies. Donc cette étude a été faite par Mansilla et al. Et on va essayer de trouver, au moins déjà dans les simulations, et ensuite de comparer aux observations. Alors voici l'étude qui a essayé de choisir 3 sortes de perturbations. La première, c'est la queue de marée. Alors, vous voyez les petites flèches blanches, là, une queue de marée, c'est ça, c'est assez droit. Ça, c'en est une vraie dans l'univers observable. On voit qu'il y a 2 galaxies, et puis, alors ce sont des queues de marée faites d'étoiles, puisque de toute façon, à grand redshift, on ne peut pas observer le gaz d'hydrogène H1 à 21 cm, qui pourtant est un très bon traceur, mais à z égale 0,1, on n'est plus assez sensible pour voir l'hydrogène atomique. Donc ici, on regarde des étoiles dans la simulation, et puis un petit peu comme dans l'observation ici. Donc vous voyez qu'il y a quelques queues de marée qui sont bien droites. Ici, on a pris beaucoup de projections différentes pour avoir beaucoup plus de galaxies. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu automatique. Et puis, il y a ce qu'on appelle courants stellaires. Ici, on a un exemple de courant stellaire lorsqu'un compagnon en fusion mineure est en train de s'accréter sur une galaxie, comme par exemple dans la Voie lactée, on a un grand nombre de courants stellaires. Lorsqu'il y a un petit compagnon comme Sagittarius à dwarf qui est en train de fusionner avec la Voie lactée, il a laissé des traces dans ces queues de marée qui tracent un peu l'orbite de la galaxie compagnon. Donc ça, on va essayer de les voir dans les simulations. On voit un petit peu ces courants de marée. Ils sont encore plus faibles, donc c'est plus difficile à voir, mais on peut les voir dans plusieurs projections. Et enfin, il y a les fameuses coquilles. Ces coquilles sont justement les restes d'un petit compagnon qui est tombé sur une galaxie elliptique. Donc la galaxie est complètement éclatée et les étoiles oscillent dans le potentiel et vont se retrouver à leur apocentre d'un côté, de l'autre, etc. Lorsque la galaxie elliptique est vue de face ronde, alors on a quelque chose qui est un petit peu comme la photo ici, un petit peu aléatoirement réparti dans le plan équatorial, parce que c'est comme une crêpe. Et puis lorsque la galaxie est plutôt prolate, c'est-à-dire un ballon de rubis, les coquilles sont comme des parenthèses autour. Donc ça, on sait le reconnaître. Et ces coquilles, on le voit dans les simulations, ça dure encore plus longtemps que les courants stellaires. Ça dure des milliards d'années après la fusion, donc ça va être très utile pour essayer de repérer les fusions. Donc ici, on a, avec toutes les projections. Donc ce travail a été fait. Un exemple
d'une galaxie, d'un objet de la simulation, comment acquiert-il sa masse? Si on voit en fonction du temps la masse augmenter, on voit qu'il y a des fusions mineures, on voit qu'il y a des péricentres, et puis le moment, toutes les petites flèches, c'est le moment où on voit des coquilles, des courants stellaires, etc. Ici, vous avez une fusion majeure où la masse de la galaxie a augmenté énormément, et ainsi de suite. Et donc, à chaque instant, là, vous voyez qu'il y a des queues de marée en bleu, ou bien des coquilles, ou bien des courants stellaires. On voit un petit peu la correspondance entre ce qu'on voit dans la simulation et dans les observations. Alors, au final, ce travail a été assez long à faire parce qu'il y en avait un grand nombre, mais vous voyez que selon les projections, x, y, x, y, z, de toutes ces simulations, on voit qu'on arrive à peu près à retrouver toutes les queues de marée. Alors évidemment, on sait qu'elles existent. Par exemple, les courants stellaires, on sait qu'il y en a au total dans la courbe jaune, mais on n'a détecté que 2 fois moins, parce qu'ils sont très faibles et qu'on n'arrive pas à les voir. Les coquilles, c'est plus facile, enfin, encore qu'on en manque un certain temps, mais il y a moins de bruit, les barres d'erreur sont moindres, et on arrive à reproduire un peu plus les interactions. Donc ici, on peut reporter, comme a fait par exemple Duncan et al., on peut reporter le nombre de paires ou de fusions selon la masse. Alors par exemple ici, on compare les observations, qui sont les points noirs, avec les simulations de Eagle, qui est une simulation cosmologique. Alors on voit que ça dépend de la masse. Pour les faibles masses inférieures à 10 puissance 10, 2 puissance 10, vous avez quelque chose qui croît beaucoup. Alors le nombre de fusions va croître comme 1 plus z à la puissance m. Donc si m est grand, ça va croître beaucoup. Donc ici, m égale 1,8. Vous voyez ici que ça monte pas mal et que les simulations reproduisent bien cette augmentation. Par contre, ici, les simulations ne reproduisent pas vraiment. Et pour les fortes masses, donc, la puissance ici, m, est beaucoup plus petite. Donc ça augmente moins vite. Mais quand même, le taux de fusion, globalement, il est de l'ordre de 0,07 par milliard d'années. Il peut être augmenté d'un facteur 100 à z égale 6. Donc on voit que autrefois, il y avait encore beaucoup plus de paires, en tout cas, ou de fusions qu'aujourd'hui. Alors un autre moyen de détecter ces fusions ou ces paires, c'est l'identification des asymétries. Alors ça, on en a déjà parlé, je crois, au début. Comment on repère les galaxies qui sont perturbées? Par exemple, de façon automatique, sur des millions et des millions de galaxies, vous prenez votre image et vous le retournez par symétrie par rapport à l'axe, donc le retournement ici. Et si elle est parfaitement symétrique, ces deux images sont égales, donc vous faites la différence entre les deux et vous la divisez par l'image relative. Donc la symétrie, c'est la définition justement de la différence qu'il y a entre les deux images lorsque vous avez pris la symétrique. Et puis la concentration aussi est un diagnostic important. La concentration, c'est lorsque vous avez deux rayons, le rayon qui contient 20% de la luminosité, le rayon qui contient 80%, et la concentration, c'est le rapport de ces deux rayons. Donc ici, on a porté la concentration, la symétrie, et vous voyez que la symétrie 0 est ici. Toutes les galaxies elliptiques géantes qui ne sont pas perturbées sont là. Les galaxies spirales, elles sont plus concentrées que les galaxies spirales qui sont là. Mais en tout cas, tout ce qui est très asymétrique, c'est les ronds ici, qui ne sont pas pleins, et c'est les ultralumineuses, justement, toutes les fusions, toutes celles qui ont des flambées de formation d'étoiles, etc., sont bien repérées par la symétrie. Et on a pu voir aussi, par exemple, que dans ces asymétries et ces perturbations dépendaient énormément de l'environnement. Alors l'environnement, il y en a plusieurs. On sait que toutes les galaxies, la plupart des galaxies sont dans des petits groupes. Et puis ensuite, les groupes vont progressivement fusionner avec les amas. Mais alors les fusions de galaxies se retrouvent surtout dans les groupes. Pourquoi? Parce que les groupes, c'est un petit puits de potentiel, donc les vitesses relatives des galaxies les unes par rapport aux autres sont assez faibles, 250 km par seconde par exemple, et donc sont du même ordre que la rotation à l'intérieur d'une galaxie. Donc on va pouvoir avoir des phénomènes de résonance qui vont perturber énormément les galaxies, donc elles vont pouvoir fusionner très vite, alors que dans un amas de galaxies, les vitesses relatives sont de 1000 km par seconde ou plus,
le puits de potentiel est beaucoup plus profond. À ce moment-là, les galaxies n'ont pas le temps de se voir, et il n'y a que des impulsions très rapides, des harcèlements, si on dit. Et puis surtout, on a des galaxies spirales qui tombent directement dans l'amas, et donc le gaz va être complètement balayé par la pression dynamique du gaz très chaud en X. Donc on sait maintenant où se forment les elliptiques, c'est plutôt dans les groupes avant de tomber dans les amas. Et en effet, on sait que dans les amas, il y a 2/3 de galaxies elliptiques, alors que dans le champ, il n'y en a même pas 10%. Donc c'est vraiment un phénomène de groupe et d'amas. Alors ce qu'on voit aussi sur... attendez. J'ai sauté quelque chose, là, je voulais parler d'ici. Voilà, la prochaine question qu'on va aborder, c'est on sait qu'il y a plus de fusion, puisque le nombre de paires a augmenté énormément avec le redshift. Est-ce que les starbursts augmentent aussi avec le redshift? Eh bien, ce n'est pas évident du tout. Alors ici, on voit qu'avec le temps, donc quand on remonte le temps, on voit le nombre de paires, que ce soit dans les simulations ou dans les observations. Il monte beaucoup, on a vu que ça montait qu'à une puissance d'un plus z. Par contre, le nombre de starbursts n'a pas l'air du tout. Ici, on a pris les starbursts qui étaient 4 fois plus que la séquence principale, donc il y avait une flambée au-dessus, et en fonction de redshift, ça n'augmente pas beaucoup. Alors pourquoi? Eh bien, certainement parce que toute galaxie forme beaucoup plus d'étoiles à grand redshift. Essentiellement parce qu'il y a beaucoup plus de gaz. Le gaz, les galaxies commencent complètement gazeuses, 90% de gaz, puis 50%, etc. Et aujourd'hui, c'est 10%. Donc, lorsque vous avez beaucoup plus de gaz, vous formez beaucoup plus d'étoiles. Donc, les galaxies peuvent être ultralumineuses, même toutes sur la séquence principale, mais elles ne vont pas être en flambée de formation d'étoiles. Ce qu'on appelle le starburst, c'est quelque chose qui ne peut pas être en continu, c'est pas durable en quelque sorte. Normalement, dans une galaxie comme la Voie lactée, qui est sur la séquence principale, vous avez un temps de consommation du gaz qui est de 2 milliards d'années. Donc on va pouvoir soutenir ce taux de formation d'étoiles pendant 2 milliards d'années, alors que si c'est au-dessus de la séquence principale, la formation d'étoiles ne va durer que 100 millions d'années. C'est très court. Donc c'est ça qu'on appelle flambée. Et justement, on n'en voit pas. Pourquoi? Parce qu'on a bien des ultralumineuses, mais elles sont sur la séquence principale. Elles peuvent être formées par les mergers, ok, peut-être les minor mergers, mais surtout, elles sont formées par la dynamique du disque, qui peut être instable, et aussi alimentées par les filaments cosmiques qui font tomber du gaz sur les galaxies, encore plus à grand redshift qu'aujourd'hui, puisqu'il y a une expansion de l'univers. Donc les filaments sont très riches en gaz et alimentent beaucoup les galaxies. Donc c'est ça qui va dominer à grand redshift pour former des étoiles. Alors ce qu'on voit ici, c'est en effet cela. Ici, c'est z égale 0, c'est ce qu'on voit dans le Sloan Survey. Ici, 1,5, ici 2,5. Ce qu'on voit, c'est la séquence principale. Donc ici, vous avez la formation d'étoiles, le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse des étoiles. Et la séquence principale, c'est une séquence où la formation d'étoiles est proportionnelle à la masse d'étoiles, ce qui est à peu près normal. Et la couleur ici est l'indice de Cercic. C'est-à-dire que si vous avez un disque, l'indice est 1, donc c'est bleu. Et si vous avez un sphéroïde, eh bien vous avez un indice plus fort et c'est rouge. En fait, tout ce qui est rouge et qui ne forme pas d'étoiles, ce sont des sphéroïdes. Et ce que vous voyez ici, c'est que plus on va haut en redshift, plus cette séquence principale monte. Ici, on a un taux de formation d'étoiles qui est assez faible, puis ensuite il monte, et puis ensuite il monte. Ça représente l'histoire de la formation d'étoiles cosmiques. On sait qu'on monte beaucoup jusqu'à z égale 2, mais on reste sur des disques. Donc finalement, on reste sur la séquence principale et la plupart des étoiles sont encore formées dans la séquence principale, dans les disques. Alors, le rôle, est-ce qu'il y a vraiment un grand rôle de fusion pour former des étoiles? C'est pas sûr. Alors ici, c'est un résultat qui a été fait par des simulations semi-analytiques, galformes, et qui essaie de savoir si, par exemple, ce qui est dû en formation d'étoiles ou en nombre de fusions, en fait, en fonction de la masse. Alors, vous voyez qu'en bleu, c'est plutôt des formations d'étoiles qui se fait en instabilité de disque, donc l'évolution séculaire. Et puis en rouge, les fusions. Alors, on voit bien que les fusions dominent, mais à grande masse. Et puis, curieusement, aussi à petite masse, en tout cas entre le nombre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en formation d'étoiles. La masse d'étoiles formées, on voit que soit à z égale 0, 1, 2, 4,
le bleu domine sur le rouge, c'est-à-dire qu'on a une formation d'étoiles sur la séquence principale et non pas dans des fusions de galaxies qui dominent, elles, à grande masse. Donc finalement, il y a peut-être des fusions, mais il n'y a pas de formation de starburst à grand redshift, alors qu'à z égale 0, on est habitué à voir des starbursts à chaque fusion. Ici, de même, c'est la même étude qui a fait une simulation, et on voit soit en bleu et en pourpre les instabilités de disques, donc formation d'étoiles dans les disques sans fusion, et puis en rouge et puis jaune, ce sont les fusions. On voit que ça ne domine pas du tout, sauf à grande masse. Ici, z égale 0, ici, z égale 2, 4, etc. Donc on voit en fonction du redshift tout ce qui est dû au disque, et puis tout ce qui est dû à la fusion de galaxies. Alors d'abord fusion avec augmentation de la masse parce qu'on rejoint deux galaxies de même masse, donc on a 2 fois plus de masse, mais aussi par la flambée de formation d'étoiles induite par la fusion qui accroît encore le nombre d'étoiles au-delà de la somme des deux étoiles. Donc finalement, contrairement à ce qu'on pensait au début, la fusion de galaxies ne produit pas énormément d'étoiles. Les sphéroïdes en fait sont formés par instabilité de disques plutôt que par fusion. Alors quand j'ai un petit peu à la fois un peu identifié le nombre de paires et le nombre de fusions, ce n'est pas tout à fait vrai. On ne sait pas calculer le nombre de fusions, mais on sait calculer le nombre de paires. Pour savoir si le nombre de fusions, il faut connaître le modèle de cosmologie. Par exemple, ici, vous avez une simulation, celle des antennes, qui est faite avec la matière noire froide, la CDM. Vous avez un halo de matière noire qui est en rouge ici, et en bleu, vous avez la matière ordinaire, les baryons. Et on voit qu'à partir des galaxies qui viennent de l'infini, en une rotation, vous avez fusion totale. Ça prend 200 à 300 millions d'années. Et ça, c'est dû au fait que la friction dynamique due à la matière noire est très forte. Donc il faut évacuer tout le moment angulaire orbital des deux galaxies qui tournent l'une autour de l'autre et les énergies. Donc tout ça, l'énergie et le moment angulaire est pris par la matière noire. Et donc les galaxies spirales, ça prend très peu de temps. Mais si vous avez d'autres modèles qui durent plus longtemps, mais vous aurez beaucoup moins de fusion pour le nombre de paires. Alors par exemple, une gravité modifiée comme monde, qui ici est une simulation des antennes justement que vous aviez ici. Là, c'est la photo optique et puis H1. Et bien, pour avoir la friction dynamique, ici vous n'avez plus de particules de matière noire, donc vous n'avez plus du tout la friction dynamique due à cette matière, mais ce que vous devez vous contenter de la friction due au disque. En fait, les étoiles du disque vont en effet, dans les bras de marée, partir assez loin et prendre le moment angulaire et l'énergie. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps, donc finalement, une fusion complète prendra 3 ou 4 tours, c'est-à-dire que ça prend toujours quelques milliards d'années. Donc vous voyez que le nombre de paires ne donne pas tout de suite le nombre de fusions, et même pour le modèle de matière noire froide, ça dépend aussi de la géométrie. Alors ça, on peut le faire, hein. Par exemple, un exemple de simulation ici, où la fusion était prograde, c'est-à-dire dans le même sens. Il y avait une résonance totale. Donc ici, le premier péricentre, passage au plus près de la distance entre les deux galaxies, est très proche de la fusion. C'est un petit peu comme la simulation qu'on a vue. Ça dure 200 millions d'années. Par contre, lorsque c'est rétrograde, ça prend plus de temps, il y a moins de résonance. Et entre le péricentre et la fusion, il y a peut-être 1 milliard d'années. Donc ça, on peut le savoir, puisque lorsque vous voyez une paire, vous avez la vitesse qui vient vers vous. Vous savez si la collision est prograde, c'est dans le même sens que le spin des galaxies, ou non. Donc vous pouvez corriger. Et une fois que vous avez une paire, vous pouvez diviser par le temps que prend la paire pour fusionner pour avoir le nombre de fusions. Par contre, dans les modèles, par exemple, de gravité modifiée, vous aurez beaucoup moins de fusions pour le même nombre de paires. Donc tout ça dépend, en fait, on est obligé de faire implicitement une hypothèse pour avoir le nombre de fusions, en fait. Alors, ce nombre de fusions dans le modèle CDM standard, on identifie le nombre de paires et le nombre de fusions, en supposant que c'est très rapide. Alors voici une étude récente de Ferreira et al. Qui a essayé d'utiliser le machine learning pour essayer de voir si on pouvait séparer les starbursts des fusions. Donc sur 160 000 images, il a essayé de faire apprendre la machine sur des simulations numériques de Illustris TNG100.
et puis trouver des algorithmes qui reconnaissaient bien la différence entre, vous voyez ici, une interaction de galaxies qui forment des étoiles, et puis ici, c'est le résultat d'une fusion qui est devenue elliptique, mais qui ne forme plus d'étoiles. Et donc, ils sont arrivés à identifier en fonction du rayon, le compact, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à le précédent, qu'on avait l'asymétrie, le casse, etc., le nombre de succès, c'est-à-dire de trouver la réalité, puisque dans les simulations, on sait ce qui est vrai, est de 80%, alors que c'est plutôt de 25%. On voit ici l'asymétrie en vert. Donc, ce qui est le meilleur, il y a quand même 3 algorithmes de machine learning qui ne sont pas aussi efficaces les uns que les autres, mais il y en a un qui est très efficace. Et donc, ça permet de savoir ici que vous avez, par exemple, en fonction du redshift, le nombre de starbursts et puis de fusion. Alors ici, vous voyez que pour certaines masses, vous êtes dominé complètement par les fusions ou par les starbursts. Ça dépend beaucoup de la masse. Alors, les fusions augmentent bien avec Z. Ici, leur interprétation après cette étude a été aussi un 1 plus Z presque 3, donc c'est vraiment quelque chose qui augmente énormément, enfin le nombre de paires en tout cas. Et puis, ce qu'il remarque, c'est que les starbursts sont plutôt dans les disques, toujours, et lorsque vous avez des fusions, vous formez des sphéroïdes. On voit bien ici par l'indice de Cercic, on voit les sphéroïdes se détachent très nettement. Alors, par contre, si on passe en taux de formation d'étoiles au-dessus de la séquence principale, on peut avoir autant de formation d'étoiles en disque que de fusion en sphéroïdes. Alors, un autre moyen de déterminer un petit peu ce qui se passe, c'est la température. On a un diagnostic qui peut être obtenu par la photométrie de la galaxie. Quand on a au moins 5 ou 10 bandes photométriques, on sait un petit peu quelle est la couleur de la galaxie en quelque sorte, et on a la température du gaz équivalente. Et puis, on peut le porter en fonction donc de la masse stellaire et puis la formation d'étoiles, c'est-à-dire que c'est le diagramme de la séquence principale. Alors il faut faire attention, là la couleur c'est la température, et donc la séquence bleue qui forme beaucoup d'étoiles, elle est cette fois rouge, et la séquence qui est passive, elle est bleue, parce qu'elle est plus froide. Alors on a comparé avec la température de poussière qui est donnée par le flux infrarouge lointain, et ça correspond en effet, la température est beaucoup plus chaude sur la séquence principale, dû à la formation d'étoiles bleues O et B qui sont très chaudes. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on peut porter en fonction du redshift, de la couleur. Alors ici, la couleur, c'est le redshift. Et ici, la température. Donc, vous voyez, on commence à grand redshift à avoir des galaxies qui sont un petit peu compactes et de haute température, puis ensuite qui baissent de température tout en restant au même taux de formation d'étoiles ici. Et puis ensuite, on a toute une série de galaxies qui sont à la même température, mais qui d'un coup qui tombent dans la formation d'étoiles, donc qui deviennent ensuite passives. Donc on a identifié ainsi trois étapes de la formation de ces galaxies. Si on change les effets de couleur, ici c'est la masse stellaire, on voit bien que la masse stellaire elle commence petite et puis est très grande, donc elle augmente comme ça, et de même l'âge des étoiles qui augmentent comme ceci. Donc on a vraiment une évolution temporelle qu'on peut avec ces diagnostics-là, et ce qui se traduit ici par les images que l'on voit. Donc au départ, on commence à grand redshift à avoir des cœurs très denses et qui forment beaucoup d'étoiles qui sont très bleues. Curieusement, il n'y a pas de rétroaction qui rendrait ces cœurs plus rouges. Puis ensuite, ils sont sur la séquence principale et ils forment des étoiles sur le disque. Vous voyez que c'est des disques assez bleus. Et ensuite, le feedback, justement, stoppe la formation d'étoiles et on a des cœurs plus ou moins rouges et passifs. Alors là, la question de savoir pourquoi on n'a pas autant de feedback dans la première étape cœur, peut-être parce que le puits de potentiel est très profond, c'est très compact, ou alors c'est tellement récent qu'il n'y a pas eu assez de supernovae, on n'a pas eu le rayon cosmique qui chauffe le gaz, ou alors ce sont des grosses étoiles parce qu'il y a de faibles métallicités au départ, mais toutes ces hypothèses sont valables et peut-être se conjuguent ensemble. Alors dans le James Webb, on commence à voir pas mal de galaxies à très grand redshift, par exemple Z supérieur à 7. Voici quelques exemples qui sont donnés par Troy et al.
Ici, vous avez des boîtes qui sont de 2,4 secondes, avec des pixels vraiment très haute résolution. Et on a à la fois ce qu'on appelle short wavelengths, c'est-à-dire les longueurs d'onde courtes, 1 à 2 microns, et les longues qui sont de 2 à 4 microns. Et que la résolution n'est pas tout à fait la même, on a quelque chose un peu moins. Donc ça, c'est l'ensemble des 3 couleurs qui est représenté ici. On voit qu'il y a des galaxies en interaction, donc on voit un grand nombre de propriétés. Et une des propriétés qui était assez surprenante est que, quelle que soit la longueur d'onde, ici on a de 1 à 4 microns, on voit que la symétrie, les concentrations, etc. sont les mêmes. Et ça, c'est assez curieux puisque, sans doute, c'est dû au fait qu'on est toujours à Z supérieur à 7. De 1 à 6, en tout cas, on a vu que plus on allait dans l'infrarouge, plus on voyait les vieilles étoiles et donc la morphologie changeait. La concentration, la symétrie. Et là, ce n'est pas le cas. Sans doute qu'à Z égale 7, on est à seulement entre 400 et 800 millions d'années après le Big Bang. Donc on n'a pas eu le temps de former les vieilles étoiles. Et donc, toutes ont la même couleur, ce n'est que des jeunes étoiles, en quelque sorte. Donc ça, c'est un point intéressant. On peut quand même détecter aussi, avec le JWST, des petites galaxies, mais alors vraiment très petites, des naines, 10 puissance 7 masses solaires d'étoiles, à Z égale 5. Comment on le fait? Eh bien, on se sert du télescope gravitationnel qui amplifie les galaxies. Le James Webb a beaucoup observé des amas proches, à Z égale 0,3, de manière à se servir de l'amas comme amplificateur de la lumière des galaxies plus lointaines. Alors, vous voyez ici ces 2 images de 2 petites naines en interaction qui sont dans un amas, Z égale 5 ici. On le voit en H-alpha, on voit ici ces deux galaxies en interaction, 2 petites naines de 10 puissance 7. Donc l'ensemble va faire 2 10 puissance 7. On a le spectre qui est typique, et puis même qui sont très peu métalliques, parce que le O3 sur H-bêta montre que l'oxygène est très ionisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de métaux qui refroidissent le gaz. Donc on a quelque chose qui sort en fait de la galaxie, un rayonnement ionisant qui nous permettra peut-être de continuer à maintenir l'univers rayonisé. Alors, par contre, ce qu'on voit, c'est que l'infrarouge, alors le bulbe, le sphéroïde, il commence vraiment un peu plus tard. À Z égale 2, on en trouve un grand nombre. Ici, on a ces galaxies là, qui forment des spirales avec on l'a vu aussi avec ALMA, donc du gaz très dense. Elles sont sur la séquence principale et elles ont un bulbe très compact, en moyenne 0,7, de l'ordre de 1 kg par sec, avec des indices de Cerci qui sont plutôt des pseudobulbes, qui ne sont pas des sphéroïdes complets. Et ces galaxies, lorsqu'on essaie de soustraire un modèle très lisse de cette galaxie, on voit que dans les résidus, il y a beaucoup de spirales, barres, enfin on le voit même sans faire la soustraction, on voit qu'il y a beaucoup de features qui sont un peu comme sur la séquence principale. On va pouvoir les classer. C'est ce qu'on avait dont on avait déjà parlé, ce phénomène-là, et que la séquence principale commence vraiment à Z égale 6 et non pas à Z égale 1 comme on le pensait auparavant. Et là, on voit qu'en fonction de la couleur, la taille caractéristique décroît. C'est-à-dire que le sphéroïde bulbe qui est très rouge, de même que la poussière d'ALMA ici, est beaucoup plus petit que le bord. Donc on a un disque qui est assez étendu par rapport à un bulbe qui est assez court. Et on voit aussi les hôtes des quasars qui sont très intéressants. On arrive à soustraire le quasar pour des quasars à Z égale 3, 5. Ici, vous voyez 5 exemples de quasars à Z égale 3 ou 4. Et les galaxies dessous ont l'air d'être passives, en fait, la plupart du temps. On a pu faire le spectre de décomposer le spectre de ces galaxies. Les points d'observation sont des petits points rouges. Et on fait passer des templates. En vert, c'est la galaxie haute, et en jaune, l'AGN. Donc on voit que parfois l'AGN domine, parfois c'est la galaxie qui domine. Et lorsqu'on le met sur des couleurs-couleurs, on voit bien que les galaxies hautes sont déjà passives. Alors peut-être c'est l'AGN, justement, la rétroaction de l'AGN, qui a stoppé la formation d'étoiles. Donc ça nous donne beaucoup de renseignements. Alors dans les quelques minutes qui restent, je vais montrer un petit peu, avec toutes ces données qui sont obtenues à grand Z, comment les simulations arrivent à comprendre un petit peu l'absence de starburst, le rôle des fusions, etc., dans des simulations. Attendez ici. Je
crois que j'ai sauté quelque chose. Voilà, je commençais par ici. Dans les simulations en grand redshift. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une simulation en grand redshift? C'est que, bon, il y a deux façons de le faire. Soit on commence des simulations cosmologiques et on regarde les galaxies, mais à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de résolution. Donc, pour avoir plus de résolution, c'est de se concentrer sur quelques galaxies isolées ou alors quelques galaxies en train de fusionner. Et donc, c'est le cas ici. On a une galaxie isolée. La seule chose qui est à grand redshift, c'est qu'elle est riche en gaz. C'est la seule différence. Elle a, par exemple, 65% de fraction de gaz dans les baryons, hein, le rapport entre étoile et gaz. On a 65% de gaz, alors que dans la Voie lactée, il y a entre 5 et 10% de gaz par rapport à tous les baryons. Donc, ce qu'on voit dans ces galaxies, hein, ici on a la densité, ici on a la température, ici la vitesse, vue de face, vue de profil, et aussi une vue un petit peu des étoiles, que ce qu'on verrait dans le Sloan par exemple. On le prend aussi en log pour mieux voir la faible brillance de surface. Ce qu'on voit, c'est que le gaz est tellement instable qu'il forme des clumps très denses qui ont formé beaucoup d'étoiles. Donc ça, tous ces petits points blancs, ce sont des amas d'étoiles qui peuvent faire 10 puissance 8 à 10 puissance 9, presque comme une petite galaxie naine. Et quand on le remet dans un diagramme à la densité surfacique de gaz et la densité d'étoiles, on sait que c'est proportionnel. La séquence principale serait plutôt ici. Et on voit que le feedback qui a été choisi dans ce modèle-là est plutôt très efficace, puisqu'on est un petit peu en dessous de la séquence principale, en fait. Alors, la grande surprise de ces simulations, c'est lorsque on essaie de simuler une fusion maintenant, une fusion de ces deux galaxies types. Vous voyez ici, après la fusion, il y a 280 millions d'années. Voici l'aspect de face et de profil. Et alors, la surprise, c'est dans le taux de formation d'étoiles. Ici, on a un taux de formation d'étoiles qui diminue avec le temps. Ici, c'est une fusion, une autre, et puis les galaxies isolées. Alors, pourquoi elles descendent d'abord? Simplement parce qu'on n'est pas dans cosmologie, donc on n'a pas d'accrétion de gaz. Normalement, on devrait accréter beaucoup de gaz pour remplir à nouveau le disque. Mais bon, ça, c'est pas important. L'important, c'est que lorsqu'on arrive à la fusion, ici, c'est le péricentre, eh bien, on ne voit rien du tout. Il n'y a pas d'augmentation de formation d'étoiles. On a vu dans les simulations à z égale 0 qu'on pouvait augmenter la formation d'étoiles d'un facteur 10 lorsque les galaxies arrivaient au péricentre. Ici, il n'y a rien du tout. Et quand on compare avec les galaxies isolées, il n'y a absolument aucune différence. Donc finalement, on fait 2 fois la formation d'étoiles des deux galaxies isolées qui sont en train de fusionner, mais il n'y a rien du tout. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de starburst alors qu'on en observe quand même, hein? Alors une autre étude de Fench et al., aussi pareil, avec le même code de simulation et le même recette pour les feedbacks, c'est-à-dire une équation d'état qui chauffe le gaz. Ici, on voit la différence entre une galaxie isolée, là où il y a 10% de gaz. Vous voyez qu'il n'y a pas de clump, de morceaux. Pourquoi? Parce que le gaz, il est stable, il est stabilisé par le reste des étoiles qui forment un bulbe et un disque. Et l'autogravité du gaz n'est que de 10%, alors que là, il est vraiment dominante. Donc le gaz est laissé à lui-même, à sa propre gravité, et il est instable et il s'effondre par sa propre gravité pour former des clumps de gaz et d'étoiles. Donc tous ces grumeaux viennent du fait qu'il y a trop de gaz, il est trop gravitant. Alors lorsqu'il y a une fusion de deux galaxies, que vous voyez ici, à 10% de gaz, on ne forme pas ces clumps, mais à 60%, évidemment, on forme énormément. Alors c'est dans ces clumps qu'on va former le starburst, finalement. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le nombre de clumps. Et lorsqu'on a 60% de gaz, on en a déjà beaucoup. Le isolé, c'est les petits tirés que vous voyez. Et une fusion à 60%, on ne voit aucune différence avec deux galaxies isolées qui ne se verraient pas. Par contre, lorsqu'on est à 10%, vous voyez que le nombre de clumps croît vraiment lorsqu'on passe au péricentre. Donc on a l'impression que la saturation est arrivée et qu'on ne verra pas plus de formation d'étoiles. Ici, on le voit un peu la saturation, hein, ici en fonction du gaz et de la formation d'étoiles. Ici, on part déjà d'un niveau très très haut en formation d'étoiles lorsqu'on a 60% de gaz, et lorsqu'il y a une fusion, eh bien, on reste dans ce niveau-là, alors que si on est isolé, on est à 10% de gaz, on a beaucoup moins de gaz, et qu'on a une fusion, eh bien, on part de très bas et ensuite on a un starburst, et on le voit
Donc il est possible que la saturation soit déjà obtenue, mais ça dépend un petit peu des recettes de feedback d'autres simulations qu'on appelle FIRE, ça veut dire Feedback in Realistic Environment. Donc un feedback plus explicite avec des vents stellaires, avec des effets de fontaine qui recyclent le gaz et qui redonnent du gaz pour former des étoiles. Et à ce moment-là, même avec 50% de gaz ou 60%, on peut voir un starburst comme on le voit avec 10% de gaz. Donc il est possible que ce soit dû à ces phénomènes de feedback. Ici, on a un autre exemple, Moreno et al., qui montre que ça dépend beaucoup de la morphologie. Ils ont aussi 60% de gaz, mais le taux de formation d'étoiles, normalisé par celui qui est pour une galaxie isolée, il est vraiment augmenté d'un facteur presque 10. Donc on a aussi cela. Donc c'est sans doute le nombre de clumps denses aussi de gaz qui vont former des étoiles est augmenté. Et ça dépend de la galaxie principale, de la galaxie compagnon. Et surtout, ça dépend de la morphologie. Pour qu'il y ait un starburst, il faut que vous ayez un disque qui puisse, par des torques, des coupes de torsion, amener le gaz vers le centre. Alors, un autre facteur qui peut aussi expliquer ce phénomène, c'est la compression. Un travail a été fait par Florent Renaud et collaborateurs pour montrer dans une simulation cosmologique qu'au départ, lorsque vous êtes à grand redshift, vous n'avez pas encore de formation de disque. Donc il y a assez peu de starburst ici. Dans tout ce temps ici, entre 13 milliards d'années et 3, qui est le 9 et 3 pour le redshift, vous avez des fusions, 5 fusions ici. Vous avez le péricentre et la fusion, etc. Vous en avez 5. Et vous regardez si à chaque fusion, il peut y avoir des starbursts. Ici, il n'y en a pas du tout. Par contre, ici, vous en avez. Donc c'est la période de starburst. Et puis ensuite, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Plus tard. Donc vous voyez que c'est dans cette deuxième période où il y a un disque. Et donc vous pouvez avoir des périodes de compression. Alors la compression, qu'est-ce que c'est? La compression de marée. Ici, on peut le calculer. Parfois, vous avez l'impression que la marée déchire, en fait, plutôt cisaille et étire. En fait, elle fait les deux. Elle étire et elle compresse dans certains endroits. Pour qu'elle puisse compresser au centre, il faut que la densité qui produit le potentiel soit plate au centre. Si vous avez un pic de densité, vous n'aurez pas une compression, mais vous aurez un étirement. Donc ici, on le voit, par exemple, dans l'interaction entre deux galaxies spirales, qui a été faite pour regarder les antennes, par exemple. Là, ça ressemble aux antennes. Vous voyez en rouge les régions du gaz qui sont compressées. Donc les régions de compression du gaz dues à la marée, et en bleu, celles qui ne le sont pas. Vous voyez qu'à la fin, c'est au centre que se passe la compression. Donc le gaz est comprimé, et c'est là qu'il va former le plus d'étoiles. Et on voit ici que la compression, la fraction de compression, elle dépend au péricentre, à la fusion, si évidemment vous avez un passage prograde ou rétrograde, etc. Donc c'est ça qui explique en fait cette période de formation de starburst ici. Vous voyez la compression, lorsque c'est négatif, c'est très comprimé. Donc les pics de formation d'étoiles correspondent à la compression et correspondent justement au fait que le gaz forme des gaz denses dans cette compression. Ok, donc j'en termine par là. En résumé, ce qu'on a appris, c'est qu'à z égale 0, on a des ultralumineuses qui sont en général toujours des interactions et des fusions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gaz, donc le gaz est comprimé et forme des flambées de formation d'étoiles. Et puis, peu à peu, on a des méthodes, on a vu, pour détecter les paires et les fusions en fonction du redshift, même si toutes ces manifestations d'interaction, queue de marée, coquille, etc., sont de faibles brillances de surface, on y arrive. Et puis, à grand redshift, il y a encore des problèmes. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'interactions et de fusions, puisque ça monte beaucoup avec le redshift. Par contre, il y a tellement de gaz que peut-être que la formation d'étoiles est saturée. Donc, on n'arrive pas encore très bien à comprendre ce qui est dû à l'instabilité des disques, ce qui est dû à la fusion, etc. Donc, tout ça est encore à voir. Donc, je vais m'arrêter là. Merci bien.